Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat. Et vous allez voir qu'aujourd'hui on va parler d'un grand entrepreneur québécois qui est là depuis quelques années et qui s'intéresse à quelque chose qui passionne tout le monde, semble-t-il, depuis 2-3 ans, enfin 4-5 ans. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus ancien, c'est la voiture électrique. Et donc on a la chance d'avoir le principal organisateur d'un des événements les plus importants en Amérique du Nord. Je veux parler de Luxomur. Bonjour monsieur Luxomur. Bonjour Eric, ça va bien? Bonjour. Très content de vous retrouver parce qu'en fait on se connaît, on s'était croisés il y a quelques années, mais à l'époque vous étiez dans le domaine de l'imprimerie. Dans une autre vie, oui. Alors vous êtes un organisateur d'événements parce que on vous a connu au Salon Québec Floride Honneur, au Graphic Art Montréal. Et vous étiez à la tête donc du maître imprimeur à l'époque, c'était qui avait été créé en 1938, je crois, enfin dans les années 30. Donc vous êtes quelqu'un de très entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le côté véhicule électrique? Ben, en fait, il faut comprendre dans mon historique, c'est que depuis mon jeune âge, je travaillais dans le domaine des arts graphiques et de la communication. On a commencé avec mon père. On avait une petite agence de presse dans laquelle on vendait des produits, services multiples aux différents médias. Par la suite, au milieu des années 90, nous sommes devenus des éditeurs de publications dans le domaine des communications et des arts graphiques, dont un répertoire annuel, des magazines mensuels et un quotidien aussi sur le web. À la suite du décès de mon père, j'ai vendu la plupart des publications à Rogers Media en 2009. Je voyais déjà à l'époque que l'industrie des médias imprimés commençait à ralentir et j'avais une belle opportunité d'affaires qui s'offrait. J'ai gardé uniquement le magazine Le Maître Imprimeur qu'on avait repris, nous, dans les années 2000. Et je voulais quand même m'occuper parce qu'à 46 ans, j'étais trop jeune pour prendre ma retraite. Et ce magazine-là m'allumait encore beaucoup. Je baignais dans cette industrie-là depuis l'âge de 10 ans. Auparavant, en 2006, je me suis associé avec Louis Bernard pour devenir un copromoteur du Salon Graphic Art à Montréal. En fait, le Graphic Art, c'est un trade show qui est dédié au domaine de l'imprimerie et des arts graphiques. Le salon était présenté aux 2 ans. On pourrait dire qu'il a atteint son point culminant vers les années 2011. Par la suite, l'imprimerie, les arts graphiques, en fait, toute l'industrie de l'imprimerie et des arts graphiques a périclité. On a fait la dernière édition du Graphic Art en 2015 et j'ai par la suite fermé le Maître Imprimeur en 2016. Alors, étant un homme de projet et encore dans la force de l'âge, je cherchais à faire un événement dans un marché en devenir et en progression. À cette époque-là, la mobilité électrique est encore à ses débuts. Avec tous les changements climatiques causés en grande partie par les GES, je trouvais que la cause était noble pour la planète, pour l'avenir des enfants, des petits-enfants. Alors, j'ai pris la décision avec mon associé Louis Bernard de partir le Salon des véhicules électriques à Montréal. En fait, c'est un salon sur les véhicules électriques de toutes sortes. Automobiles, bien sûr, mais aussi des vélos, des motos, des scooters, des trottinettes, des triporteurs, bateaux, camions, autobus, en fait, tout ce qui est en mobilité électrique. Ce salon va encore plus loin car on y retrouve toute l'information nécessaire à ce nouveau marché avec des conférences, des exposants de véhicules de toutes sortes, mais également au niveau des bornes de recharge, des électriciens, des associations, regroupements, et aussi des entreprises œuvrant dans les énergies vertes telles que les batteries, les éoliennes, le solaire. Mais l'activité principale, ce que je me plais à nommer notre core business, serait nos circuits d'essai. Le concept était de partir de l'intérieur même du hall d'exposition pour faire des essais automobiles sur les routes, les rues de la ville et également offrir une piste intérieure pour les petits véhicules tels que les vélos, scooters, trottinettes, etc. Alors, en 2017, le Salon du véhicule électrique de Montréal était né. Alors, voilà comment je suis passé de l'imprimerie ou des arts graphiques à la mobilité électrique. Alors, dans notre conversation, d'abord vous direz bonjour à Louis Bernard, que je connais très bien. Ça me fait plaisir de le retrouver là aussi. Mais dans notre conversation, on s'est aperçu que, sans le vouloir, moi j'ai fait ma thèse sur Marinoni, le fondateur de la presse moderne, et en 1895, il a organisé la première course automobile Paris-Rouen. Et on a découvert, parce que vous avez une connaissance aussi historique, que la voiture électrique existait déjà à l'époque. Donc, alors, comment ça se fait que
Alors, on a même parlé d'une vidéo qui s'appelle Who Killed Electric Car de GM, il y a une vingtaine d'années. Comment ça se fait qu'on découvre que la voiture électrique, bah, ce n'est pas le 21e siècle, ça existe depuis plus de 100 ans? Ben, en fait, si on fait un petit historique de tout ça, le premier véhicule électrique remonte à très loin. Là. On parle de 1830. Le premier prototype de véhicule électrique connu était bâti à partir d'une carriole, fonctionnant à l'aide de batteries électriques, mais non rechargeables. Il a été conçu par Robert Anderson, qui est un inventeur, un homme d'affaires écossais à l'époque. C'est en 1852 que le premier modèle de voiture électrique a été commercialisé. À cette époque-là, les voitures n'étaient pas munies de batteries rechargeables puisque la recharge n'existait pas encore. En 1859, ça marque l'invention de la première batterie rechargeable au plomb acide par un Français qui s'appelait Gaston Planté. Elle sera ensuite améliorée par les travaux de Camille Faure en 1881. Et grâce à ces hommes, les voitures électriques prendront leur essor, car la voiture électrique deviendra viable puisqu'elle peut être maintenant rechargée. Donc, si on s'en vient dans les années 1900, les taxis électriques circulent, exemple, dans les rues de New York. À cette époque-là, c'est 38% du marché américain de l'automobile qui est électrique. Alors, on décrit les voitures électriques à cette époque-là qui étaient déjà plus faciles à démarrer et qui ne laissaient pas de nuages irrespirables de fumée noire en arrière d'elles. Donc, déjà, à cette époque-là, on qualifie que les voitures électriques sont supérieures aux voitures thermiques. Et c'est en 1908, quand Ford a lancé son modèle T, qui était le symbole de l'essence bon marché, de l'accessibilité, puis de la puissance du moteur thermique. C'est là le point de rupture dans l'histoire de la voiture électrique, puisque les progrès de l'électrique céderont au profit des innovations de Ford dès 1920. C'est donc au début de l'ère de la voiture thermique qui devient accessible à à cause de l'essence qui est à bon marché. Malheureusement, la voiture électrique va tomber dans l'oubli pour les 50 prochaines années. Mais Éric, en 1966, c'est un peu le retour vers le potentiel de l'électrique. La pollution est de plus en plus présente. Les impacts environnementaux commencent à se faire sentir. Alors, la pollution de l'air entre dans les problématiques du Congrès américain à cette époque-là et qui commande dès 1966 la construction de voitures écologiques. En plus, il y a les fluctuations du prix du pétrole qui ramènent aussi l'intérêt vers les voitures électriques. Et c'est en 1973, avec le premier choc pétrolier et l'embargo de l'OPEP envers les États-Unis, que la voiture électrique devient un sujet d'actualité. Partout à travers le monde, plusieurs initiatives ont été lancées et des prototypes ont aussi été développés. Tu as, exemple, Renault qui avait produit sa Renault 5 électrique, mais elle n'a jamais été commercialisée. 90, ça devient un point tournant pour la voiture électrique parce qu'en 90, la Californie va voter une loi pour le véhicule zéro émission. La loi prévoit que chaque constructeur devra compter 2% de véhicules verts dans ses ventes en 98 pour être autorisé à commercialiser ses autres véhicules. Alors, tous les grands constructeurs se sont mobilisés alors pour lancer des modèles de voitures écologiques. General Motors, qui avait lancé un programme ambitieux de développement de voitures électriques, qu'on se rappelle, était la EV1. Un peu plus de 1000 unités avaient été produites, mais le puissant lobbying du pétrole a tenté de tuer le véhicule électrique. Donc, ce qu'on parlait tout à l'heure, le reportage Who Kills Electric Car, c'est qu'on s'aperçoit qu'à cette époque-là, le puissant lobbying du pétrole tentait d'éliminer la voiture électrique. La plupart des projets ne verront pas le jour, mais au moins une réflexion s'amorce. Donc, en raison de la faible autonomie, c'est le début des modèles hybrides. En 1997, Toyota a lancé la Prius au Japon. C'est la première voiture hybride dont 18 000 exemplaires ont été vendus dès la première année. De nombreux constructeurs après sortiront tous leurs modèles hybrides. En 2003, la Californie va retirer sa loi de zéro émission sous la pression des grands constructeurs automobiles. Mais c'est 5 ans plus tard que débute la vraie ère de la voiture électrique. En 2008, Nissan présente la Leaf 100% électrique. Il s'agit de la première voiture électrique commercialisée dans le monde. La même année, le milliardaire, le visionnaire Elon Musk commercialise sa Tesla Roadster 100% électrique qui revendique 340 km d'autonomie. Les progrès en matière d'autonomie sont impressionnants. Tesla marque l'imaginaire et fait accélérer le processus en offrant des produits toujours plus innovants, technologiquement performants. Depuis 2010,
c'est le début de la voiture électrique telle qu'on la connaît. La course est lancée maintenant. Les constructeurs automobiles relancent des modèles hybrides, mais cette fois, le marché est au rendez-vous. Après les voitures hybrides, l'intérêt se manifeste encore davantage pour les voitures 100% électriques qui sont de plus en plus performantes. De 2015 à aujourd'hui, la croissance est phénoménale et la technologie ne cesse d'évoluer. Parallèlement à la voiture en soi, les bornes de recharge et les réseaux sont des technologies qui sont aussi en pleine expansion. Devant les enjeux environnementaux majeurs auxquels on est confronté, la voiture électrique ne se présente plus comme la voiture du futur, mais maintenant comme la voiture d'aujourd'hui. Ah ben écoutez, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, l'historique que vous avez fait. Je suis vraiment épaté. Alors, mais en même temps, ça prouve aussi que vous avez une culture historique pour être maintenant le leader. Alors, j'aimerais revenir peut-être sur un événement qui a eu lieu. Je voulais savoir si ça vous avait aidé éventuellement, parce qu'on a vu que l'ancien maire de Montréal, avait organisé la course de la Formule E. Alors, est-ce que c'était une bonne idée d'abord, mais est-ce que c'était aussi surtout une bonne idée de l'avoir organisé dans les rues de Montréal, alors qu'il y avait un circuit à côté? C'est ça que je ne comprends pas, pourquoi il y a eu ça. Ben, en fait, c'est parti d'une bonne idée au départ. C'est juste mal exploité. Tout d'abord, le circuit dans les rues de Montréal, ce n'était pas une décision de la ville, mais plutôt une obligation que les responsables de la Formule 1 voulaient. Ils voulaient démontrer qu'une telle course pouvait avoir lieu dans les rues de la ville à cause de l'absence du bruit, l'absence de pollution. Mais c'est de là que ça provient en grande partie, tous les déboires de cet événement-là. Ils sont maintenant ravisés. Plusieurs courses maintenant de la Formule 1 ont maintenant lieu sur des circuits de course. Donc, je pense que, honnêtement, si cet événement-là devait revenir un jour à Montréal, ça devrait être sur le circuit Gilles Villeneuve. Oui, c'est ça. Alors, on va passer au salon parce que, bon, moi, j'ai vu dans les différents articles que c'est devenu un des plus importants événements grand public consacrés aux véhicules électriques et hybrides rechargeables en Amérique du Nord. Alors, c'est pas seulement au Québec, c'est pas seulement au Canada. Alors, mais j'ai constaté, alors je voulais savoir, parce qu'il y a eu la pandémie, ça a obligé pas mal, le salon de l'automobile de Montréal a aussi fermé pendant 2 ans. Alors, parce que vous êtes quand même déjà à la 6e édition, hein, avril 2023, c'était la 6e édition. Comment vous réagissez par rapport à disons, les autres acteurs de ce milieu qui se développent? Parce que on voit bien que le pétrole prend le choc et que le salon de l'automobile de Montréal va peut-être se transformer ou commence déjà à avoir des véhicules électriques, mais vous restez quand même leader dans le domaine, même si le nombre de visiteurs n'est pas le même, mais vous progressez beaucoup, hein. Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, si on fait un petit peu l'historique du départ du salon du véhicule électrique, on avait pour but dès le départ d'informer, de vulgariser l'électrification des transports, mais aussi de permettre aux visiteurs de pouvoir voir, comparer et même essayer les différents véhicules. Les visiteurs présents demandent une quantité de questions telles que l'autonomie, le prix, la disponibilité, comment se recharger, où se recharger, les coûts d'installation d'une borne, quelles sont les subventions et plus encore. Donc, leurs intérêts est autant pour les voitures aussi que pour les vélos, les scooters, les trottinettes ou encore les bornes de recharge, par exemple. Au départ, le salon en 2017 était présenté sur une surface de 30 000 pieds carrés à la place Bonaventure. On attirait une trentaine d'exposants, une foule de 8 000 visiteurs. 4 manufacturiers étaient présents. On avait une dizaine de véhicules aussi aux essais. Mais si on compare avec la dernière édition qui a été présentée au Stade olympique, on était sur une surface de 204 000 pieds carrés. On a attiré plus de 130 exposants et jusqu'à 43 000 visiteurs en 2022, plus de 22 manufacturiers automobiles offrant une cinquantaine de modèles sur le plancher et 65 véhicules étaient disponibles aux essais. Donc, c'est plus de 6 500 essais qui ont été réalisés, tous véhicules confondus. Maintenant, si on compare avec le salon mettons, conventionnel, les salons de voitures conventionnels comme le salon de Montréal, bien, au départ, on s'était dit, on a eu l'idée de créer ce salon-là. On s'est dit, ça va durer, c'est un événement qui devrait durer 5 à 10 ans, le temps que tous les manufacturiers automobiles offrent à tout le moins 50 de leurs produits en version électrique. On se dit à ce moment-là, les salons de l'auto conventionnel vont prendre ce marché-là et il nous restera probablement uniquement les autres véhicules électriques. Mais alors, ce qui se produit actuellement, ce n'est pas du tout ce qu'on prévoyait.
On a plusieurs grands manufacturiers automobiles maintenant qui laissent tomber les salons de l'auto partout au Canada et même, je dirais, en Amérique du Nord. En Europe, par exemple, autrefois, le salon de l'auto de Francfort, qui était la mecque des salons de l'auto en Europe, a changé son orientation et est désormais devenu le IAA Mobility Show. En plus des véhicules conventionnels, ce salon-là présente maintenant des solutions de transport écologique, mais également des vélos, des motos, des scooters. Est-ce que les salons de l'auto vont maintenant se tourner vers cette approche qui est la nôtre depuis 2017 ou est-ce que le SVEM va prendre la place du Salon de l'Auto de Montréal? L'avenir nous le dira. Pour le moment, les manufacturiers automobiles semblent adopter notre formule qui est beaucoup moins dispendieuse. Notre événement est présenté sur 3 jours au lieu de 10 jours. Les kiosques sont plus petits et surtout la possibilité d'offrir des essais de leurs véhicules. En plus, on leur fournit une liste qui leur permet de relancer les visiteurs qui ont essayé leurs produits. Une chose est sûre, c'est que le SVM est en constante progression depuis les tout débuts. Il le sera encore pour quelques années à venir, mais on verra ce qui sera la suite. Alors, je vois effectivement que vous avez inspiré le Salon du véhicule électrique au centre BMO de Saint-Hyacinthe, mais il y a aussi la 3e édition du Salon du véhicule électrique et hybride, mais on dirait que c'est la même interface. Est-ce que c'est la même équipe ou... En fait, ce qu'il faut comprendre, Éric, c'est que nous, on a commencé le Salon du véhicule électrique à Montréal en 2017 et en 2019, on s'est associé avec la Corporation des concessionnaires automobiles de Québec pour faire le Salon du véhicule électrique de Québec, qui étaient nos partenaires. On a vendu nos parts en septembre dernier. Maintenant, ce sont eux qui sont uniques partenaires du Salon de Québec. Mais le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe n'a rien à voir avec nous. Ces gens-là ont un peu surfé sur notre vague et ils laissent peut-être croire des fois qu'on est la même organisation, mais en fait, c'est 2 organisations différentes. Mais pour nous, c'est quand même bien qu'il y en ait à Saint-Hyacinthe, qu'il y en ait à Gatineau, qu'il y en ait à Chicoutimi. On fait avancer la cause et c'est très correct comme ça. Ces salons-là, on leur place aussi dans des marchés un peu plus petits. Nous, on vise les marchés un peu plus gros. Mais c'est correct aussi que les gens en fassent dans des marchés plus petits, mais non, ce n'est pas la même organisation. L'idée part de chez nous. D'accord. Alors, on va parler des voitures, parce que c'est quand même ça le... Alors déjà, vous avez axé ça sur les essais, et c'est vrai que c'est très original, mais on parle de près de 5000 personnes qui sont venues, avec 4000 essais de petits véhicules, donc vous avez vraiment un choix très intéressant, mais les gens peuvent aller dans les voitures et faire un essai. Là, c'était au stade olympique, là, avant c'était Bonaventure, donc au stade olympique, ça permet de faire des essais. Alors, racontez-nous comment réagissent les gens quand ils sont face à ces voitures de... on parlait de voitures de l'avenir, mais effectivement des voitures d'aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Mais il faut comprendre que même au départ, la place Bonaventure, les essais partaient du hall d'exposition et on descendait la rampe et on allait dans les rues. On a le même concept au stade olympique. C'est plus facile parce que l'entrée et la sortie est directement au même niveau. Mais c'est effectivement ce qui fait la force du salon, c'est que les gens, ils peuvent les voir, les véhicules, mais en même temps, ils peuvent les essayer parce que les gens n'ont jamais conduit un véhicule électrique. Donc, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre avec un véhicule électrique. Alors, quand ils font l'essai, à ce moment-là, ils réalisent tous les bienfaits de ce véhicule-là. Donc là, vous préparez déjà la 7e édition pour 2024. Est-ce que ce sera au mois d'avril comme les autres fois? Tout à fait. On a toujours été en avril, exception de 2021 où on a dû reporter le salon en septembre parce qu'à cause de la pandémie, on a été empêché de le faire en 2021. On a été empêché de le faire aussi également en 2020, mais 2020, on n'a pas pu le faire du tout. 2021, on l'a fait en septembre, mais c'était uniquement cette année-là. On est toujours en avril à chaque année. Donc, Luxembourg, vous avez eu des premières, puisque vous avez eu la Polestar d'une marque suédoise qui est venue à votre salon pour la 6e édition. Est-ce que vous pourriez nous parler aussi des différentes marques qui viennent pour montrer justement que non seulement vous progressez, mais aussi, on dit toujours qu'on copie, mais aussi on remplace. Donc, éventuellement, votre salon deviendra, disons, le futur salon incontournable pour choisir son véhicule d'aujourd'hui. Tout à fait. Mais en fait, comme je disais un peu plus tôt, on avait 22 marques qui étaient présentes. Tu nous parlais de la Polestar, mais effectivement, on avait
la Polestar Concept, qui était le convertible Roadster, qui était un produit qui était présenté en grande première chez nous, mais je te dirais que toutes les marques étaient là. En fait, à exception faite de Mercedes, qui produit des véhicules électriques qui n'étaient pas là, tous les autres étaient là, qu'on parle de Audi, de Nissan, de Lexus, Volvo, de Ford, de Chevrolet, de Toyota, de BMW, de Mini, Cadillac, les camions GMC, Hyundai, Kia, Subaru, Vaux, Tesla, Mitsubishi, VinFast, Lucid, Genesis. Écoute, j'en oublie peut-être, mais toutes les marques étaient là. Et dans les nouveautés qu'on avait ou les modèles en primeur, bien sûr, on a parlé de la Polestar, mais on avait également les modèles VinFast qui étaient des nouveautés, Lucid qui était une nouveauté, on avait le Volkswagen ID Buzz aussi qui était là, on avait chez Chevrolet, on avait une Corvette hybride branchable, on avait l'Equinox auprès des nouveaux VUS chez GM. Écoute, j'en oublie peut-être, là, mais on avait aussi le Ariya chez Nissan. On avait, je te dirais, une dizaine de nouveautés qui étaient présentes sur le salon, effectivement. Alors, on constate aussi qu'il y a bien sûr un marché de la voiture électrique qui se met en place, mais aussi le marché de l'occasion. Je suis tombé sur un site justement qui propose des voitures usagées. Donc, alors, il y a donc un marché de la revente qui se met en place. Donc, le salon devient aussi l'occasion de rencontrer des gens qui ont déjà une habitude d'utilisateur et qui posent des questions concernant le recyclage. Alors, justement, ça fait partie des questions que je voulais te poser parce que les batteries, les matériaux utilisés pour les voitures, qu'est-ce qui change par rapport aux voitures au pétrole et qui permet, disons, d'espérer d'avoir un cycle de production et d'usage et de recyclage, disons, écologique, quoi, on va dire ça? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que souvent, on parle des batteries, c'est le nerf de la guerre, mais les batteries, lorsque leur durée de vie est terminée pour l'automobile, elles sont recyclées et recyclables à 90 %. Donc, il n'y a presque pas de perte. Donc, il ne faut pas s'en faire là, avec les batteries et dire on va avoir des batteries à n'en plus finir. Non, on les recycle, ces batteries-là. Donc, moi, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle pour l'écologie qu'on puisse recycler tout ça. D'accord. C'est effectivement une bonne nouvelle, oui. Quels sont la plupart du temps les matériaux utilisés pour les voitures, pour construire les voitures, disons, de ce type-là? Qu'est-ce qu'ils utilisent? L'aluminium, le fer, le plastique? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont en grande partie les mêmes matériaux qu'une voiture conventionnelle, sauf qu'évidemment, il y a 10 fois moins de pièces mobiles au niveau de la mécanique, mais quand on parle au niveau de la carrosserie, tout ça, c'est essentiellement les mêmes matériaux, exception des batteries qui, eux, vont utiliser du graphite, du phosphate, du nickel, du lithium, qui sont des matériaux ou des terres plus rares un peu qu'on doit utiliser à l'intérieur des batteries, mais exception des batteries, le restant du véhicule reste essentiellement les mêmes matériaux que les voitures conventionnelles. Alors, on a constaté pour la 6e édition que vous approchez les 40 000 visiteurs. Pour Oui. comparer avec le salon de l'automobile traditionnel, c'est 150 000, mais vous êtes en progression. Alors, je voulais savoir si le rôle de ce salon a eu un impact sur les stratégies d'Hydro-Québec, parce qu'on voit bien qu'il faut bien avoir, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, tout un réseau de recharge, etc. Mais est-ce que le gouvernement aussi vous aide éventuellement à développer ce marché? Bien, en fait, je vais juste reprendre un peu au sujet de l'achalandage parce qu'en 2022, on a attiré 43 000 visiteurs sur les 3 jours. Donc, quand on divise ça sur les 3 jours, on a sensiblement la même portée que le Salon de Montréal qui est sur 10 jours. Mais je vais quand même expliquer un fait. C'est qu'en 2022, on a eu 43 000 visiteurs parce qu'on était dans une tempête parfaite. Ça faisait 2 ans que les gens n'avaient pas sorti à cause de la pandémie. On est arrivé à une semaine après que l'essence a atteint le seuil psychologique, en fait, a dépassé le seuil psychologique des 2 $. Donc, ça a fait qu'il y a eu un achalandage énorme et les gens venaient voir les véhicules électriques, n'étaient pas tous au courant encore des délais d'attente. Donc, ils voulaient tous acheter. Alors que l'année suivante, c'est-à-dire la dernière édition, en 2023, on a attiré quand même une très bonne foule. On était à 32 000 visiteurs, mais on est revenu dans une foule un peu plus normale. On n'était plus dans la tempête parfaite de 2022, mais c'est quand même
une foule qui est toujours en constante évolution. Donc, on est en progression dans ce salon-là. Donc, on sait très bien que la 7e édition en 2024 va dépasser les 32 000 visiteurs qu'on a eu en 2023. C'est juste qu'on a eu 2022, une année d'exception, mais c'est quand même toujours une foule qui est en progression. L'engouement est toujours là. Donc, Éric, pour revenir à ta question avec les gouvernements Hydro-Québec, je te dirais que maintenant, on est aux alentours de 200 000 véhicules électriques sur les routes du Québec. L'objectif du gouvernement du Québec est d'atteindre 2 millions d'ici 2030. Il ne faut pas oublier que les manufacturiers n'auront plus le droit à vendre des véhicules combustibles fossiles au Québec à partir de 2035. Donc, comme on disait, le salon a permis de mettre sur la route une grande part des véhicules électriques actuellement en circulation au Québec. Des milliers d'essais ont été réalisés depuis le début et honnêtement, l'essayer, c'est l'adopter, un peu ce que je disais au départ. Des milliers de personnes ont commandé leur véhicule suite aux essais. Donc, le salon du véhicule électrique a aussi un rôle social important pour l'évolution de la mobilité électrique au Québec. Lorsqu'on regarde la popularité sans cesse croissante de l'événement, il oblige les gouvernements à prendre des mesures qui s'imposent pour accélérer la transition par des incitatifs personnels et commerciaux, mais également en votant des lois obligeant les manufacturiers à produire et à livrer ces véhicules-là. La population est de plus en plus prête à faire la transition, mais encore faut-il que les véhicules soient disponibles. C'est une situation qui tend à s'améliorer. C'est mieux que c'était l'année dernière et ce sera encore mieux l'année prochaine. Mais le SVAM a également offert une tribune sur sa scène principale à chacune de ses éditions aux différents ministres, maires, mairesses, même premiers ministres et autres importants intervenants dans différents paliers gouvernementaux lors de la matinée réservée aux médias et de l'industrie. Le salon pousse également Hydro-Québec à constamment améliorer le réseau de bornes du circuit électrique et d'inciter également d'autres réseaux privés de stations de recharge de s'installer ou d'améliorer leur réseau déjà existant. On a même entendu au cours des dernières semaines que Ford, GM, Volvo, Rivian vont adopter la norme NACS pour l'Amérique du Nord. Volkswagen est aussi en discussion actuellement pour adopter cette norme. En fait, cette norme NACS, ce sont les connecteurs de Tesla. Ce qui veut dire que dans les prochaines années, plusieurs marques pourront dorénavant charger sur le réseau de bornes de recharge de Tesla, qui est actuellement le plus grand réseau et le plus efficace des réseaux de stations de recharge au monde. Certes, que le salon a joué un rôle important et continuera de le faire auprès des instances gouvernementales, mais maintenant, la société doit, elle aussi, jouer son rôle pour réduire nos gaz à effet de serre. Mais est-ce que le fait que le Québec soit, au niveau de la production d'électricité, soit performant au niveau mondial, avec la Baie James et tout, est-ce que c'est un plus pour le salon, votre salon, parce que ça veut dire qu'il y a quand même un sacré potentiel déjà présent au Canada. Il suffit bien sûr de développer les bornes, mais il y a quand même une sacrée production d'électricité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit dans le numérique beaucoup d'acteurs des plateformes s'installer ou installer leur entrepôt numérique au Québec. Est-ce que vous croyez que ça ne sera pas positif pour vous, ça aussi? Oui, c'est très positif pour nous parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, on a énormément d'électricité disponible et le coût de notre électricité fait partie des plus bas sur la planète. Et en plus, on a la chance d'avoir un réseau électrique qui est de l'énergie renouvelable, de l'énergie propre. Donc oui, c'est sûr qu'au Québec, on est avantagé comparativement à d'autres pays où ils sont encore avec de la production électrique au charbon, où là, on n'avance pas parce qu'on va polluer pour produire l'électricité, pour pouvoir essayer d'assainir l'environnement avec l'automobile électrique. Donc, ça ne fonctionne pas. Il va falloir qu'on trouve de nouvelles sources d'énergie propre, comme les éoliennes ou le solaire encore. Mais oui, au Québec, on est avantagé. On est, je dirais, je cherche le mot, donc on est avantagé face à d'autres pays ou d'autres provinces même. Et est-ce que le solaire, justement, pour finir l'entrevue, est-ce que le solaire fait partie des solutions pour recharger? Tout à fait, parce que souvent les gens pensent que comme on est au Québec, c'est l'hiver, le solaire est moins bon, mais ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que les panneaux solaires sont encore plus efficaces dans des températures plus froides que des grandes chaleurs. Donc oui, on est un peu perdant au niveau du nombre d'heures
de soleil. Par contre, on est gagnant face au niveau de la température. Et ce qui est important de dire dans tout ça, c'est qu'on a justement des systèmes de batteries qui peuvent emmagasiner énormément d'électricité. Donc, même s'il ne fait pas soleil pendant une période, ben, l'énergie solaire est emmagasinée dans ces énormes batteries-là. Donc, oui, l'énergie solaire est vraiment une solution d'avenir. Qu'on regarde que dans les pays arabes où on installe des panneaux solaires à la grandeur des déserts, eux ont compris que leur pétrole, un jour, ça va avoir une fin. Alors, ils investissent des milliards dans le solaire parce que c'est justement une des sources d'énergie propre qu'on va devoir utiliser, à même titre que les éoliennes. Il y en a de plus en plus aussi des éoliennes. Donc, c'est des types de sources d'énergie propre qu'il faut utiliser. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. Je vous remercie, Luxomur, de nous avoir accordé un moment pour nous parler de votre événement. Je rappelle, messieurs, dames, que nous étions avec Luxomur, l'organisateur, avec Louis Bernard, donc, du Salon du véhicule électrique de Montréal, qui devient un des plus importants d'Amérique du Nord. Et donc, je vous invite à les retrouver en avril 2023 pour la 7e édition. C'est important de soutenir notre industrie, puisque c'est au Québec, ça se fait au Québec. Et puis, bien sûr, ça permet de réunir tous les acteurs du milieu de l'automobile à Montréal. Je vous laisse le mot de la fin, Luc. Qu'est-ce que vous espérez pour votre salon? Bien, écoutez, notre prochain salon, effectivement, en avril, les 19, 20 et 21 avril prochain au Stade olympique, on espère toujours d'avoir de plus en plus d'intervenants qui vont venir offrir leurs produits et aussi de plus en plus de visiteurs, en espérant aussi que nos manufacturiers automobiles vont être capables de livrer dans des délais raisonnables. On a bon espoir que ça va se replacer, mais on voudrait que ça se fasse rapidement pour qu'on puisse avancer dans cette cause-là. Donc, on vous attend. Vous êtes les bienvenus en avril prochain au Stade olympique. Ça sera au Stade olympique aussi, hein? Oui, oui. Donc, autrement, pour aller sur le site Internet, c'est SVEM? Oui, svem.ca. Parfait. Bien, ben, merci beaucoup. Et puis, on espère développer un partenariat avec vous, parce qu'on aimerait bien vous soutenir. Et puis, donc, messieurs, dames, ben, écoutez, merci pour votre attention. Et à une prochaine émission, nous étions avec Écologie. Et merci à Lux Média pour son support.